Chapitre 7. Écris tes scènes et rends-les vivantes. Toutes les notes que tu as prises jusqu'ici te permettront de créer segment par segment, action après action, dialogue après dialogue, une histoire et même mieux, un film. Et tu l'as compris, ton scénario final comprend toute ton histoire, personnages, intrigues, dialogues, décors, etc. Et pour cela, tu vas dérouler tes scènes les unes après les autres. Tout est entre tes mains. Cependant, il nous reste encore quelques petites règles à décortiquer ensemble. Parce que non, écrire une scène de cinéma n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Mais oui, tu peux y arriver les doigts dans le nez. Enfin, sans, c'est quand même mieux. Comment écrire une scène de film qui accroche fortement? Tu as réussi à construire ton personnage principal, à déterminer sa transformation, et tu sais exactement quelles seront la structure et les événements clés de ton récit? Il faut maintenant commencer à écrire ton film scène par scène. Qu'est-ce qu'une scène de film? Une scène est une histoire miniature, une action qui s'exprime sous la forme de conflits, au sein d'une unité ou d'une continuité de temps et d'espace, et qui transforme les valeurs émotionnelles du personnage. Une scène, c'est une petite histoire dans la grande histoire. Elle contient ses obstacles, ses pivots et ses enjeux. Ostramus, site internet sur l'écriture, a fait un superbe schéma représentant les mouvements d'une scène. La méthode de Blake Snyder, scénariste américain, pour écrire une séquence de film. Avant de commencer l'écriture d'une scène, tu dois isoler le conflit et son évolution, tels que tu les souhaites. Le but étant d'écrire une carte comme celle-ci pour chacune de tes scènes. Le changement émotionnel plus ou moins. Le changement émotionnel est essentiel dans l'écriture des scènes. Un personnage doit passer d'une émotion positive, plus, à une émotion négative, moins, ou inversement. Chaque scène doit emmener ton personnage d'un plus à un moins, créant ainsi un mouvement émotionnel. Exemple. Au début d'une scène, votre héros se sent important. C'est un avocat qui vient de remporter une affaire importante. Sa femme arrive. Maintenant que le procès est terminé, elle lui révèle qu'elle désire divorcer. Il est clair que votre héros passe d'une émotion positive à une émotion négative au cours de la scène. Les règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario, Blake Snyder. Certains scénaristes prétendent que même les enchaînements de scènes entre elles doivent respecter ce schéma. Le héros finit la scène en moins et commence la scène d'après en plus. Je n'ai pas d'avis là-dessus, mais ça mérite d'être dit. N'oublie pas, chacune des scènes que tu écris doit impérativement respecter ce processus d'émotion qui se contredisent successivement, car cela maintient ton lecteur, spectateur en haleine et lui donne à vivre des émotions. Or, ce qui fait qu'un spectateur accroche à une histoire, des personnages, ce sont les émotions qu'il ressent. Supprime les scènes où il ne se passe rien. Si aucun changement émotionnel ne s'opère au long d'une scène, il y a de grandes chances pour que tu ne saches pas exactement ce que tu veux y mettre, et pour qu'elle ne soit d'aucune utilité. Tout doit être nécessaire dans un film. Tout remplissage est à bannir à tout prix. Le conflit principal. Quel est le conflit interne dans ta scène? Sans conflit, pas de scène, pas de film. J'aime penser à une scène comme celle-ci. Lorsque les lumières se lèvent, deux personnes pénètrent dans une pièce par différentes portes. Elles se rencontrent au centre et se battent pour atteindre la porte de l'autre côté. Ces personnes entrent dans la pièce avec un but, et le fait que quelqu'un se trouve sur leur passage est un obstacle. C'est un conflit dramatique. Les règles élémentaires pour l'écriture d'un scénario de Blake Snyder. Tu dois être capable de déterminer précisément quel est ce conflit. Qui va bloquer qui? Ou bien quoi va bloquer qui? Quel est le but de qui? Comment va-t-il entrer en conflit et comment va-t-il résoudre ce conflit? Le conflit peut être de différentes natures, il peut être majeur ou mineur, physique ou psychologique. Quoi qu'il en soit, tu dois avoir un conflit dans chaque scène. N'oublie pas que le conflit provoque l'intérêt du spectateur. Pivot dramatique. Chaque scène doit amener ton personnage à faire un choix. C'est ce choix qui le définit en tant que personnage. Personne, et donc aucun personnage, ne possède un courage inné. Ce sont les choix des personnages, faits sous pression, qui nous amènent à penser qu'ils sont courageux. De même, pour quelqu'un que l'on sait gentil, par exemple, tu mettras cette qualité en avant grâce à une action précise. En mettant ton personnage sous pression face à un choix, tu l'obliges à réagir ou agir, tu le définis donc en tant qu'individu.
Le pivot dramatique est centré sur le choix d'un personnage fait sous pression afin d'obtenir ce qu'il désire. Story, Robert McKee. Si tu souhaites analyser une scène et en découvrir les secrets, tu dois apprendre à la découper. Étape 1. Définis le conflit. Pour définir le conflit, tu dois, dans un premier temps, être capable de déterminer ce qui motive la scène. Quel est le désir du personnage principal dans cette scène? Que veut-il? Une fois ce point éclairci, fais de même pour les forces antagonistes. Que veut l'antagoniste? Compare maintenant leurs deux désirs contradictoires et tu obtiens la nature du conflit. Étape 2. Note la valeur d'ouverture. Identifie la valeur en jeu dans la scène, ainsi que sa charge émotionnelle. Étape 3. Déconstruis la scène en temps fort. Un temps fort est un passage de l'action à la réaction d'un personnage. Comme dans un match de tennis, un personnage peut défendre puis attaquer. Quelles sont ses variations d'humeur? Étape 4. Note la valeur de fin et compare-la avec celle d'ouverture. L'idée est d'éviter qu'il ne se passe rien dans ta scène. Si la valeur n'a pas changé entre le début et la fin de la scène, cela signifie qu'elle est plate. Identifie la charge émotionnelle de ton personnage et décris tout ça en termes de valeurs positives et négatives. Étape 5. Surveille les temps forts et localise le pivot dramatique. Vérifie les échanges d'actions et de réactions jusqu'à la fin de la scène. Elles doivent dessiner une sorte de schéma, de danse, de mouvement. Maintenant, localise le moment où le fossé narratif majeur s'ouvre en renversant la scène. Exemple de scène. Breaking Bad, saison 1, épisode 1. Place à l'action. Lisons cette scène du premier épisode de Breaking Bad. Walter a découvert que son ancien élève Jesse Pinkman est un trafiquant de drogue. Il décide de lui rendre visite pour lui proposer un marché. Extérieur bungalow, jardin, nuit. Jesse tient dans ses mains une barre de fer, prête à frapper. Les bruits de pas de l'intrus s'arrêtent. Walter. C'est moi, je suis seul. Jesse. Vous m'avez trouvé comment? Walter. Tes coordonnées sont toujours dans nos archives. C'est à ta tante cette maison, c'est ça? Jesse. C'est à moi. Walter. Personne n'est à ta recherche. Jesse. Pourquoi vous êtes là? Walter. J'étais curieux. Franchement, vu ta scolarité, je ne m'attendais pas à ce que tu fasses grand-chose. Mais de la méthamphétamine, ça me laisse sans voix. Tu te fais beaucoup de fric? Jesse. Je sais pas de quoi vous parlez. Non, pas du tout. Capitaine Cook, c'est pas toi? Putain. Walter. Je te l'ai déjà dit. Personne n'est à ta recherche. Jesse. Je sais pas ce que vous essayez de faire là, monsieur White, mais si vous avez en tête de me donner de bons conseils pour me réconcilier avec Jésus ou me rendre... Walter. Non, pas vraiment. Jesse. Ça fait longtemps que je suis plus au lycée. Et de toute façon, vous n'êtes pas conseiller d'éducation, alors barrez-vous. Vos sermons, vous les gardez. Walter. Je te la fais courte. Aujourd'hui, tu as perdu ton associé. C'est quoi son prénom? Emilio. Emilio va aller en prison. Les stupes t'ont tout pris, ton fric, ton labo, t'as plus rien, tu repars à zéro. Mais tu connais le business. Et je connais la chimie. Je me dis, pourquoi pas s'associer, toi et moi? Qu'est-ce que t'en penses? Jesse. Vous voulez fabriquer de la meth? Vous associez avec moi? Walter. C'est ça. Ou tu acceptes, ou je te dénonce aux flics. Cette scène est un superbe exemple d'écriture limpide, conflictuelle et dynamique. Tu remarques comme l'ambiance se tend? Nous allons maintenant analyser la scène étape par étape. Je sais. Tu te dis que ça va être long? Et tu as raison. Mais ça vaut le détour, fais-moi confiance. Étape 1. Définis le conflit. Désir de Walter. Walter a découvert que Jesse était un dealer de drogue. Il veut gagner de l'argent au plus vite. Il vient voir Jesse pour lui proposer un marché. Désir de Jesse. Le repère de Jesse a été découvert et son associé coffré. Il pense que la police est à ses trousses et souhaite lui échapper. Conflit, Jesse ne veut pas aller en prison. Son ancien professeur semble au courant de son activité. Étape 2. Note la valeur d'ouverture. La valeur principale de cette scène est l'argent. C'est l'argent qui amène Walter à voir Jesse. C'est aussi l'argent qui a mis Jesse dans cette situation. Étape 3. Déconstruis la scène en temps fort. Walter tente de communiquer avec Jesse. Jesse panique. Walter s'intéresse à Jesse. Jesse le rejette. Walter rassure Jesse. Jesse demande à Walter pourquoi il est là.
Walter avoue à Jesse qu'il connaît son secret. Jesse nie les faits. Walter donne ses preuves. Jesse se rend compte que Walter a de vraies preuves. Walter le rassure une nouvelle fois. Jesse le rejette. Walter avoue ne pas être là pour lui faire la morale. Jesse le rejette une nouvelle fois. Walter lui propose de s'associer. Jesse ne comprend pas. Walter lui fait du chantage et le force à accepter. Jesse est contraint d'accepter. Étape 4. Note la valeur de fin et compare-la avec celle d'ouverture. Walter passe de négatif à positif. Il parvient à faire accepter son deal à Jesse. Jesse passe de négatif à positif, puis à négatif. Certes, la police n'est pas au courant pour lui, mais Walter risque de le dénoncer, et cette proposition d'association ne présage rien de bon. Étape 5. Localise le pivot dramatique. Très clairement, le pivot dramatique se fait lorsque Walter propose son marché et gagne la bataille en menaçant Jesse. Passe à l'action. Détermine les enjeux présents dans ta scène. Pas d'enjeu, pas d'utilité. Une scène, c'est aussi des émotions. Si entre le début et la fin de ta scène, aucun personnage n'a subi de modification émotionnelle, il faut sûrement la réécrire ou la supprimer. À toi de déterminer quels sont les moteurs de chaque scène de ton film, tout en veillant à ce que les scènes soient cohérentes entre elles. Comment rédiger un excellent dialogue et lui donner l'air réel et crédible? Le dialogue est l'épreuve du feu des scénaristes. Certains auteurs sont particulièrement doués pour cette tâche, d'autres la trouvent particulièrement ingrate. Si mon expérience d'auteur n'est pas suffisante pour avoir ce qu'il faut de recul sur l'art subtil d'écrire de bons dialogues, j'ai par contre pris le temps de parcourir le net et mes manuels théoriques pour trouver des pistes de réflexion sur le dialogue. Voici mes 5 conseils glanés au fil de mes lectures pour écrire un bon dialogue. Show, don't tell. En d'autres termes, ne fais pas dire à tes personnages ce qui peut être montré à l'écran. Trop de dialogues explicatifs décrédibilisent tes propos et rendent la lecture de ton scénario lourde. Fais donc confiance à ton lecteur, spectateur, qui fera le lien lui-même. Nul besoin de mentionner clairement la situation financière de ton personnage quand il suffit, pour qu'elle soit comprise, de placer une bouteille de soda de sous-marque ou une boîte de caviar sur la table. Être concis. Rendre un dialogue efficace, c'est aussi et surtout être concis. Les dialogues du premier jet sont souvent longs et explicatifs, or il faut oser couper. Le premier exercice sera alors d'en dire le plus avec le moins de mots possible. Ainsi, tu ne garderas que l'essentiel et tes dialogues seront davantage lisibles et percutants. Pose-toi la question suivante. Est-ce que cette phrase ou même ce dialogue fait avancer l'intrigue? Si c'est non, supprime. L'expression « tuer ce que vous aimez » a été inventée par l'écrivain britannique Sir Arthur Quiller Couch. En d'autres termes, l'auteur doit être impitoyable. On peut imaginer une réplique ou une scène qui semble particulièrement savoureuse. Peut-être, mais vous courez un risque en la conservant telle qu'elle, sans la modifier ni la supprimer. Malgré toute sa saveur, elle peut ne pas s'intégrer à une scène ou à un film donné. Écriture de scénario, édition Les Essentiels Cinéma 2014, Robert Edgar Hunt, John Marland et James Richards. L'épreuve du gueuloir. Eh oui, tel Flaubert qui gueulait ses textes pour vérifier la justesse de sa prose, tu peux aussi tester tes dialogues en les lisant à voix haute. Je m'excuse d'avance pour tes voisins. Garde à l'esprit que ton scénario est censé un jour devenir un film et qu'un dialogue peut paraître beau sur le papier mais ne pas sonner juste. Le plus, le faire jouer par des amis comédiens qui ressentiront davantage le texte et repéreront ses éventuelles coquilles. N'oublie pas, un dialogue doit sonner juste. Pour savoir s'il sonne juste, il faut l'entendre. Ne pas confondre dialogue et conversation. Comme l'explique parfaitement Robert McKee. Il suffit d'écouter la moindre conversation qui se déroule dans un café pour se rendre compte immédiatement que ce type de conversation ne passera jamais à l'écran. Une véritable conversation est remplie de pauses maladroites, de choix de termes et de formules médiocres, de bribes de phrases sans lien logique et encombrées de répétitions inutiles. Story, Dixit Editions, Robert McKee. Ainsi, même en voulant écrire des dialogues dits naturalistes, un dialogue reste un vecteur de ton intrigue et doit être pensé comme tel. C'est valable même pour les dialogues de Romer. Un bon dialogue rend le son de la vérité. Il semble réel, il doit paraître naturel. Mais il n'est pas creux comme le sont souvent les conversations dans la réalité. Il n'est pas du tout écrit comme sont les conversations dans la vie. Il semble seulement l'être. La musicalité du dialogue. J'aime beaucoup Aaron Sorkin.
L'une de ces interviews où ce dernier raconte son enfance m'a particulièrement marqué. Mes parents m'ont emmené voir des pièces de théâtre très tôt dans ma vie. Et même si je ne comprenais pas l'histoire ni ce qui se passait sur scène, j'adorais les dialogues. Tout ça me semblait être de la musique, et je voulais plus que tout imiter ce son. Aaron Sorkin. Trouve la musicalité de tes dialogues. Trouve le rythme, la bonne phrase, le bon timing. Je peux pour ma part écouter The Social Network et en apprécier la matière musicale. Passe à l'action. Vérifie que ce que tu fais dire à tes personnages n'est pas déjà raconté par l'image. Écris des dialogues brefs, n'est pas Romer qui veut. Lis-les à voix haute afin de vérifier leur justesse. Enfin, ne confonds pas dialogue et conversation. Ce que tu fais dire à tes personnages doit être utile et musical. Attention aux dialogues creux. Comment améliorer davantage encore tes dialogues en enrichissant le sous-texte? Mon dialogue n'est pas bon, il me faut une réplique incroyable. Non, une blague. Il me manque le petit mot qui ferait toute la différence. Tu t'es déjà fait ce type de réflexion, pas vrai? Tu as ta scène sous les yeux et elle ne fonctionne absolument pas. Je vais t'expliquer ici la technique pour écrire un bon dialogue. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Robert McKee. Texte et sous-texte. Au risque de te décevoir, ce n'est pas une petite phrase ou une petite pirouette bien écrite qui fera en sorte que ta scène fonctionne. Le dialogue seul n'est que surface. Tu dois te demander ce qui se passe sous la surface. Ce n'est pas l'activité de la scène qui est problématique, mais les actions accomplies. Il faut s'intéresser au-delà des paroles et des comportements à ce qui se passe derrière les masques que les gens ont l'habitude de porter. Les défauts d'une scène mal conçue résident dans ses échanges comportementaux. Story de Robert McKee. Comme le dit notre cher Robert, tu dois voir au-dessous de tes dialogues. En d'autres termes, percevoir le sous-texte contenu dans ton texte. Le texte, la surface, les dialogues, les mots, ce qui est dit, ce qui est vu. Le sous-texte, sous la surface, les pensées, les sentiments, les comportements. Tu dois te concentrer sur l'expression des désirs conscients et inconscients de tes personnages. Ne fais pas l'inverse. Le dialogue te permet d'écrire ce qui se passe en profondeur. Même dans la vie de tous les jours, tout dialogue est bourré de sous-textes, car les êtres humains disent rarement frontalement ce qu'ils pensent. Il en va de même avec le scénario. Une scène ne parle jamais vraiment de ce dont elle semble parler. Nous portons tous une sorte de masque social. Si tout le monde était totalement sincère, nous serions dans un sacré bourbier. Un dialogue sans sous-texte. 1 rue de Paris, extérieur, jour. André marche dans la rue, il croise Léa. Léa. Salut André. André. Ça faisait longtemps, ça va? Léa. Oui, très bien, et toi? André. Ça va, ça va. Tu vas où comme ça? Léa. Je vais voir un ami. André. Ah. Léa. Et toi? André. Pareil. Voilà l'exemple type d'un dialogue sans sous-texte clair. On peut deviner que quelque chose s'est passé entre ces deux personnages, mais il est difficile de deviner ce que c'est, et on s'ennuie. Un dialogue avec sous-texte. Redéfinissons ensemble les enjeux. Les enjeux. Léa et André ont été en couple. Ils se sont séparés il y a peu. André est toujours amoureux de Léa. Léa, elle, a rencontré quelqu'un d'autre. Passons maintenant à la réécriture, sans oublier d'inclure notre sous-texte. 1 rue de Paris, extérieur, jour. André marche lentement dans la rue en regardant le sol. Léa, joyeuse. Hello! Il lève la tête et voit Léa se tenant devant lui. André, surpris. Léa? Léa, toujours joyeuse. Comment ça va? André, ne la regardant pas dans les yeux. Ça va, montrant de son doigt la droite. Tu vas par là? Léa, montrant de son doigt la gauche. Non, de l'autre côté. André, ah, tu vas où? Léa, se grattant l'oreille. Je vais voir un ami. André, ah, un temps. Léa, gênée. Et toi? André, pareil. Tu vois la différence? Ce n'est pas le meilleur des textes, mais il a bien fait son travail. Il n'est pas seulement question d'une personne rencontrant une autre personne dans la rue, il s'agit d'un individu triste qui rencontre quelqu'un qu'il aime toujours. On comprend que Léa a rencontré quelqu'un d'autre et que chacun doit faire son chemin de son côté. Et on ne s'ennuie plus. Quand Léa dit, Léa, se grattant l'oreille, « Je vais voir un ami », elle dit plutôt « Je suis super gênée de te l'annoncer, mais j'ai rencontré quelqu'un et je vais chez lui ».
Désolé, mais contrairement à toi, je suis passé à autre chose. Mais personne ne dit ça dans la vraie vie. Pense toujours aux enjeux de ta scène et à la manière dont tes personnages se comportent et à ce qu'ils ressentent derrière leur masque. Le sous-texte et les acteurs. Un dialogue sans sous-texte est une vraie plaie pour les acteurs. N'oublie pas que ce sont eux qui joueront ta scène. Tu dois leur apporter de la matière pour créer. En d'autres termes, écrivez de la manière dont les choses se déroulent dans la vie. Car si tu donnes ce dîner aux chandelles à de bons acteurs, ils sentiront que cette scène est mensongère. Ils refuseront de la jouer et ils s'éloigneront jusqu'à ce que la scène soit coupée ou réécrite avec un sous-texte jouable. Story, Robert McKee. Certains réalisateurs ne se concentrent pas sur les dialogues, mais sur les enjeux. Ils donnent simplement le sous-texte à leurs acteurs. La création des interactions se fait alors sur le plateau. Pense à tes acteurs, donne-leur de quoi créer une vraie vie intérieure. Quel est l'objectif de ton personnage dans cette scène ordinaire? Qu'est-ce qui est mis en jeu dans cette scène? N'oublie pas ton sous-texte. Passe à l'action. Pense à ton texte et à ton sous-texte. Écris et relis tes dialogues en t'assurant qu'ils contiennent ce qu'il faut d'informations en sous-texte afin que le lecteur comprenne bien les messages que tu souhaites lui faire parvenir. Et oui, comme dans la vraie vie, le dialogue entre deux personnages doit pouvoir contenir son lot de surprises. 10 notions et techniques de dramaturgie à connaître. Le scénariste a lui aussi ses petites astuces. Comme le magicien, il a plus d'un tour dans son sac. J'ai décidé de te dévoiler une liste non exhaustive de procédés scénaristiques. Bien entendu, tous n'ont pas à être utilisés dans tes récits. Pense à ces procédés comme à des pistes d'écriture qui peuvent déclencher ton inspiration. Enrichis ton scénario et donne-lui de la présence. Voix off. La voix off est un procédé narratif consistant à faire entendre la voix d'un personnage par-dessus tes images. Ce personnage n'a pas à être dans le cadre pour exister. Cette voix peut introduire l'histoire, venir commenter l'action ou l'expliquer. Pour un auteur, la voix off peut permettre une transmission d'informations rapide. Bien utilisé, ce procédé peut apporter une forme de dynamisme à ton récit. Pense au film de Quentin Tarantino. Il utilise à merveille la voix off comme élément dynamique de jeu avec le spectateur. MacGuffin. Le MacGuffin est un objet qui sert de prétexte au développement de l'intrigue. Cela peut être un objet magique, des plans, une valise, un trésor. Cet élément déclenche l'action. Pourtant, le MacGuffin n'a pas beaucoup d'importance en soi et n'a pas à être explicité. Il sert de leitmotiv à l'histoire, rien de plus. En tant qu'auteur, le MacGuffin est un bon moyen de lancer ton intrigue. Des exemples. Le 5e élément de Luc Besson, Les Aventuriers de l'Arche perdue de Steven Spielberg. Dans ces deux cas, les titres annoncent même clairement que le héros sera en quête de cet objet. Setup-payoff, appelé aussi le fusil de Tchekhov. Le procédé de setup-payoff ou de paiement est un effet de surprise construit en 3 temps. Un élément est introduit de manière discrète, le setup, puis oublié. Enfin, cet élément est utilisé pour résoudre la scène, le paiement. Le setup-payoff peut être fait dans une même scène ou bien d'une scène à l'autre. Ce procédé peut également être utilisé dans un but comique. Le point d'orgue. Le point d'orgue fait terminer une scène sur une information cruciale et lourde de sens. Pense à ces scènes clichés des intrigues policières se terminant grossièrement par « Mais alors, si ce n'est pas Grégoire qui a tué Brandon, qui est-ce » ou encore au cambrioleur parvenant enfin à ouvrir le coffre-fort pour découvrir que celui-ci est vide. Le procédé du point d'orgue, comme l'explique Michel Chion dans son livre Écrire un scénario, est une manière de finir une scène par une information cruciale, ce qui la met en valeur en l'opposant au calme de la séquence suivante. Deus ex machina. Un Deus ex machina est une résolution de l'intrigue comme par miracle. Cela peut être le hasard qui extirpe le héros de l'impasse ou encore une action véritablement divine. Quoi qu'il en soit, ce procédé vient résoudre les problèmes comme par magie. En tant qu'auteur, tu dois à tout prix éviter le Deus ex machina. Cela traduirait des faiblesses dans la construction de ton récit et ne laisserait pas la possibilité au héros d'être actif face aux problèmes. Le hareng rouge. Le hareng rouge est une technique qui permet de détourner l'attention du spectateur pour la porter sur une fausse piste. Ce faisant, le spectateur est pris par surprise lorsque l'intrigue se dénoue. Les informations étaient sous son nez, mais trop occupé à analyser de fausses pistes, il s'est fait berner. Souvent, la fausse piste attire l'attention sur un suspect. Le spectateur se dit « c'est lui le coupable » et le récit le porte bien sûr en ce sens. Mais la réalité est tout autre, ce suspect n'est pas le vrai coupable.
Le hareng rouge est un bon moyen de jouer avec le spectateur, ses attentes et son analyse des informations. L'implant. L'implant permet l'implantation d'une information de manière discrète et anecdotique dans une scène et son exploitation frontale dans une autre. C'est l'effet « Ah, mais oui, j'avais pas fait attention, mais on le voit au début ». L'information ou l'implant est un détail sans aucun intérêt au moment où il apparaît, mais qui prend tout son sens par la suite. Ce procédé donne à l'intrigue un côté très bien ficelé. Mais attention, l'implant ne doit être ni trop explicite ni trop voyant. Il ne doit pas beaucoup attirer l'attention du spectateur, mais ne pas être invisible pour autant. Il faut doser parfaitement sa présence pour surprendre le spectateur. L'implant renforce la cohérence de l'histoire et permet d'éviter des invraisemblances. L'implant aide à résoudre de manière logique l'intrigue. Le fusil de Tchekhov. Le principe de base du fusil de Tchekhov est simple. Tout élément introduit dans ton scénario doit avoir une utilité sur l'action in fine. Réalise bien que tous les éléments que tu introduis dans ton récit doivent être utiles à ton histoire. En 1h30, tu n'as pas le temps de balader ton spectateur avec des informations inutiles. En mettant sous le nez du spectateur des éléments inutiles, tu te jouerais de ses attentes d'une mauvaise manière, car il ne comprendrait pas où tu veux en venir. Donc si tu montres un fusil sur une table, un coup de feu devra retentir avant le générique. Le cliffhanger. Le cliffhanger désigne, à la fin d'un récit, une situation extrêmement périlleuse ou un retournement de situation. Ce procédé est souvent utilisé dans les séries pour donner envie au spectateur de regarder l'épisode suivant. Le suspense et surprise. Je laisse la place au maître, Alfred Hitchcock. La différence entre le suspense et la surprise est très simple. Nous sommes en train de parler, il y a peut-être une bombe sous cette table, et notre conversation est très ordinaire. Il ne se passe rien de spécial, et tout d'un coup, boum, explosion. Le public est surpris, mais avant qu'il ne l'ait été, on lui a montré une scène absolument ordinaire, dénuée d'intérêt. Maintenant, examinons le suspense. La bombe est sous la table, et le public le sait, probablement parce qu'il a vu l'anarchiste la déposer. Le public sait que la bombe explosera à 1h, et il sait qu'il est 1h moins le quart. Il y a une horloge dans le décor. La même conversation anodine devient tout d'un coup très intéressante, parce que le public participe à la scène. Dans le premier cas, on a offert au public 15 secondes de surprise au moment de l'explosion. Dans le deuxième cas, nous lui offrons 15 minutes de suspense. Le flashback. Parfois, il faut faire appel au passé pour rendre compréhensibles certains éléments de ton intrigue. Les flashbacks permettent ce retour en arrière temporaire dans le récit. Tu peux donc créer des scènes qui se déroulent dans le passé. Mais fais attention à ce que le spectateur comprenne bien dans quel espace-temps il se trouve. Sois adroit et dose tes effets. Le risque est de tomber dans un certain mauvais goût avec, par exemple, des scènes trop sentimentales ou nostalgiques. Mais tu peux aussi rendre un flashback intéressant, dynamique, utile. Tout est toujours affaire de dosage. Les ellipses. En tant qu'auteur, tu dois fatalement sélectionner les moments de vie importants pour le bon déroulement de ton histoire. Tu ne peux pas tout montrer et tout raconter. Certains éléments seraient inintéressants et casseraient le rythme. Quel intérêt de voir tout le trajet de ton héros en bus s'il ne se passe pas un événement particulier? Ou le voir se brosser les dents ou même aller aux toilettes? Opère des choix judicieux. L'ellipse permet aussi de donner l'illusion du temps qui passe, et pour cela l'auteur fait des omissions volontaires d'un fragment de l'histoire, d'un moment ou d'un détail particulier. Écrire un scénario de Michel Chion. Le coup de théâtre. Le coup de théâtre est un retournement de situation imprévu dans l'intrigue. Le coup de théâtre fait basculer l'action brusquement et irrémédiablement. Par ailleurs, ce procédé relance l'intérêt du spectateur par son effet de surprise. Le « Oh, je suis ton père, Luke » en est le parfait exemple. Dark Vador, le pire ennemi de Luke, est en fait son père. L'ironie dramatique. L'ironie dramatique est un procédé narratif qui crée un décalage entre ce que le héros sait et ce que le spectateur sait. Ainsi, le spectateur a des informations que le héros n'a pas encore, ce qui crée chez lui une implication profonde dans l'anticipation de la suite. Le spectateur d'un film d'horreur sait où se cache le monstre. Le personnage principal ne le sait pas. En voyant le personnage se diriger exactement où il ne faut pas, le spectateur appréhende la suite.